Camille aujourd'hui. Camille, il fait du shiatsu, il est sur Saint-Jean-de-Luz. On le reçoit aujourd'hui. J'ai juste envie, qu'il vous parle de lui, tout simplement, de la personne qu'il est, de ce qu'il dégage, de l'énergie qu'il a. Il est très calme, c'est quelqu'un qui est très calme, qui est très posé, qui est à l'écoute et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Des praticiens, des thérapeutes, des médecins qui sont à l'écoute, c'est très, très important aujourd'hui et plus j'avance dans ce podcast, on va dire, dans tous les échanges que je peux avoir aujourd'hui, je mets un point d'honneur sur l'écoute et que les gens soient de plus en plus écoutés. Donc je te remercie d'être là, vraiment. Ton toucher, c'est plus que du toucher. C'est-à-dire qu'il y a le toucher, mais derrière, il y a une énergie. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand tu me touches, il y a une énergie qui passe. Et je ne sais pas si toi, tu veux parler de ça. On a parlé du grand tout, on a parlé d'énergie, on a, même à Onf et tout ça, on a eu des discussions là-dessus. Moi, vraiment, quand je suis allongé sur la table, tu me prends le pouls, tu vois comment ça se passe à l'intérieur de moi, tu me dis des choses qui sont réelles, rien qu'en touchant mon pouls. Et là, des fois, je suis bluffé. Et quand tu me touches à certains endroits dans un endroit de mon corps, il se passe des choses et je sens quelque chose qui passe. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Alors, oui, c'est la même chose pour moi. Si tu veux, dans la pratique du shiatsu, moi, ce qui m'a beaucoup parlé à la base, et j'avais besoin de me rassurer parce que ça fait très longtemps que je me suis plongé dans l'énergétique. J'ai eu l'occasion de tester beaucoup de systèmes de soins, on va dire. Et dans l'étude de la médecine chinoise, on a une base théorique fondamentale qui est concrète. D'où la capacité à pouvoir examiner avec les poux. C'est très concret sur le papier. On apprend qu'il y a un certain nombre de poux qui sont définis par des qualités spécifiques qui vont donner des indications sur le fonctionnement interne, donc au niveau organique. Seulement, la réalité, c'est qu'avec la pratique, on affine cette sensation-là et on va pouvoir ressentir réellement ce qui se passe dans le corps de l'autre. Et c'est cette magie-là qui opère un peu quand on est en séance. Comme la première fois d'ailleurs quand tu es venu pour le massage californien, bon, tu viens et tu payes pour un massage californien. À moi de rendre ce massage confortable et il faut que ça réponde aussi à ton besoin, parce que tu aurais pu me dire un massage baliné, ça aurait été différent. Quoi qu'il en soit, avec la position des mains et toi l'ouverture de cœur que tu as disponible à ce moment-là, avec la confiance que tu m'as accordée, j'ai eu accès à des informations qui émanent de ton corps et qui me guide sur quoi faire en fait. Donc plus qu'un massage simplement de bien-être, toi tu m'as laissé la place pour pouvoir répondre à un besoin. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui voilà, à vivre cette aventure du shiatsu ensemble où tu viens régulièrement. Ouais. Et d'ailleurs je te remercie pour l'invitation et j'en profite aussi pour te remercier parce que pour moi c'est très important et c'est hyper enrichissant que de pouvoir échanger le shiatsu avec des personnes euh, que je connais et qui viennent parce qu'elles me font confiance, avec qui on a un échange qui permet de se construire ensemble. Je me construis à travers ma vie, tu te construis à travers la tienne, mais aussi on le fait ensemble et moi je le fais à travers ma pratique. Et ça m'aide beaucoup de pouvoir étudier en même temps, parce que c'est aussi une étude permanente. Euh, pour en revenir aux sensations, je te parlais d'ouverture du cœur là, et en fait le fait d'ouvrir le cœur, ça permet de laisser un champ magnétique circuler. On a des polarités dans les mains, on a des polarités sur les surfaces du corps, il y a tout un système, un champ magnétique qui circule. Dans le shiatsu, ce que moi je cherche à faire, et je pense que c'est la résultante, mais je suis encore jeune étudiant finalement, parce que même quand ça fera 40 ans que je pratiquerai, j'étudierai encore. Je pense que c'est pouvoir s'abandonner dans le réseau des méridiens, pour avoir accès peut-être à ce fameux grand tout dont on parlait tout à l'heure, qui lui a toutes les clés, et on se rend compte qu'en fait toutes ces clés, tout cet accès-là, il résulte en nous. Donc dans le shiatsu, c'est un moment d'échange, un moment de partage, et si tu laisses la place, moi je peux agir avec ce champ du cœur, et donc donner l'information nécessaire à ce qu'il y ait une régulation qui se fasse dans ton corps. C'est pas magique, c'est même tout à fait
constatable avec des pratiques. D'où l'intérêt que je porte aux pratiques taoïstes, parce que ça permet de se sensibiliser à ça. Et quand j'ai quelqu'un entre les mains ou sous le coude, il y a plein de façons de travailler en shiatsu. On travaille essentiellement avec les pouces, mais on peut le faire avec et les mains évidemment. On peut le faire avec d'autres parties du corps. Quand il y a cette personne qui est installée là et en confiance, l'idée, ça va être de pouvoir associer et faire se rencontrer nos consciences. À chaque fois que j'effectue une pression sur ton corps, ta conscience vient dans le ressenti, ça passe par le corps, mais ensuite c'est cette voie de la libération qui est là sur un point. Et à travers l'écoute, j'essaie de sentir quand nos consciences sont vraiment connectées. Et une fois qu'on en est là, si dans l'inspire ou l'expire, ou même sans ce travail de respiration, s'il y a une ouverture du cœur qui se fait, ça va optimiser la circulation énergétique en interne. Il n'y a pas plus vivant que la conscience. Et d'ailleurs, on le voit, l'être humain qui est un être vivant, sans doute le plus abouti, ce qui est discutable, mais en tout cas qui a accès, lui, à cette conscience-là, c'est un petit peu la résultante de la capacité divine, créatrice, on va dire. Et donc ça, on peut le constater toujours, tout au long de la séance. Et l'idée, c'est de point après point, de pouvoir avoir une lecture fine et un ajustement qui va être de plus en plus juste au niveau de la circulation énergétique. Ça fait combien de temps que tu exerces? Ça va faire 6 ans, 7 ans, 6 ans que j'exerce. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers cette voie-là? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'est assez amusant. J'étais jeune étudiant dans les systèmes automatisés, en mécanique, en programmation et tout ça. Et je m'y retrouvais pas du tout. Et du coup, je me suis dirigé vers le marketing. J'ai fait une licence avec une spé en économie européenne en marketing. Il fallait que je trouve un boulot à côté. J'ai bossé dans un petit corner de thé à Lille. En fait, j'ai été passionné par le thé, quoi. Du coup, ce petit corner, c'est une société qui est assez conséquente en France, très réputée à travers le monde, dans le monde du thé, qui est Mariage Frères. M'ont proposé une mutation sur Paris, et puis j'ai découvert l'univers du thé. Et en fait, le thé, c'est la voie, c'est une vraie voie spirituelle au Japon. Donc, je me suis plongé dans cette étude-là. Donc, je suis parti en Chine, j'ai fait plein de recherches, j'ai planté du thé, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai commencé à boire le thé tout seul, à m'isoler, et puis boire le thé à genoux, voir ce que ça faisait, de se mettre à genoux. Et en fait, ça a commencé à me passionner de pouvoir m'offrir des moments de paix et de grâce d'une simplicité extrême, quoi. Ok. Donc ça m'a replongé, parce que quand j'étais petit, évidemment, j'étais fou de la lithothérapie. Donc j'étudiais les pierres et tout ça sans trop savoir. Mais j'étais fan, j'ai d'ailleurs encore toute la collection, plein de cailloux, comme j'ai dit. J'aime bien appliquer ce terme à ça. Et en tout cas, le thé m'a amené à la méditation, tout simplement. Donc j'ai appris à méditer. Comment le thé peut t'amener à la méditation? S'asseoir à genoux et contempler. C'est un moment, le moment de contemplation, c'est de l'observation silencieuse. Donc le temps s'arrête. Tu peux m'expliquer? Ouais. On boit un café pour faire une pause. Quand on boit un thé, on est obligé de se poser. Enfin, on est obligé. En tout cas, dans la tradition asiatique extrême-orientale, telle qu'il est consommé, c'est un moment où le temps s'arrête, où on prend le temps, on s'offre ce temps. Et du coup, il n'y a plus rien. Comme là, ce silence, à un moment, on se retrouve seul avec son thé, quoi. Et il y a quelque chose de magique avec cette boisson, c'est qu'en fait, on se connecte au sens. C'est-à-dire qu'on va prendre la tasse de thé. Avant même de la prendre, il y a très souvent la beauté du matériel qui peut être épuré ou alors qui a été manufacturé par un artisan, une artisante
voilà, qui a un savoir-faire très souvent incroyable, quoi. Donc il y a le matériel, il y a l'infusion. L'infusion, elle dépend de l'alchimie, du moment de, de l'infusion du thé. C'est-à-dire qu'on va faire un thé un jour avec tel type de feuilles, telle eau, à tel moment de la journée. On va faire le même le lendemain, il n'aura pas le même goût. Il y a une alchimie et qui opère. Et du coup, on va avoir un premier contact visuel avec l'objet, la couleur de la liqueur, puis sans doute les effluves. Et ensuite, on va venir au contact. Au contact, on va avoir un ressenti spécifique. Et de plus en plus, on va être amené à rentrer en soi, jusqu'au moment où on va prendre une première lampée. Là, cette première lampée, elle va éveiller des sensations, ça va nous apporter le goût. Et en plus de ça, ça va nous apporter une émotion. Et puis, on va l'avaler. Et en avalant, on va pouvoir suivre le trajet de la liqueur. Qu'est-ce qui se passe? Et l'effet du thé, ensuite, des, des tanins dans le corps. L'effet enzymatique. Bon, il y a tout ce procédé et l'effet de la théine ensuite, C'est avec un le temps réveil qui des passe. sens. C'est un réveil des sens, c'est une reconnexion au corps euh, par l'ingestion, mais c'est pas du remplissage. En fait, le thé, c'est très léger, c'est la boisson la plus légère qu'on puisse consommer, hormis l'eau ou les infusions florales, évidemment, mais l'idée de l'infusion, c'est vraiment quelque chose de très léger qui nous remplit et en même temps qui nous apaise, qui nous allège. Et ça amène à un état de contemplation où on n'est plus dans le mental, puisqu'on se connecte au corps, puisqu'on se connecte au sens. On laisse beaucoup moins de place au mental, à se créer des histoires, à se projeter dans le futur, revenir dans le passé. Évidemment que quand je vais regarder ma tâche, je vais me dire ah, c'est pas le même thé qu'hier. Ça, c'est sûr. mais, mais quand je vais vraiment l'observer, tout ça, je vais revenir tout de suite dans les sens. Le mental est chanté, moi, ça m'apaise. Et du coup, chemin faisant, j'ai étudié beaucoup d'écrits là-dessus. Et on parle énormément de méditation. Le sage qui boit du thé en Extrême-Orient, c'est quelqu'un qui a vraiment un mode de vie parfois d'ermite, mais en tout cas très souvent monacal, très calme, dans un cadre propice à l'étude de soi. Donc ça m'a inspiré et amené à étudier le zen d'abord, la méditation zen japonaise, puis d'autres types de méditation, jusqu'à pratiquer Vipassana. Ouais. Voilà. Donc ça, j'ai eu la chance de pratiquer avec Peyo Bero, qui était un élève direct d'un grand enseignant français qui a fait énormément de traductions à l'époque, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, mais qui a apporté beaucoup à cette étude, à ce riche enseignement. Donc j'ai habité pendant près d'une année avec lui. On a pratiqué constamment. Voilà, matin, soir. On a étudié Vipassana à fond, quoi. Donc on avait une petite table, alors on ne mangeait pas face à face, on mangeait dans le silence, face au mur, chacun d'un côté de l'autre. Le matin, à cette époque-là, je bossais en boulangerie, donc j'étais boulanger. Donc avant d'aller faire le pain, je me levais, je méditais 1 heure. Donc c'était réveil très tôt, vers 3 heures du matin, 2 heures, 2 heures et demie. Pour méditer, aller au boulot, revenir, j'avais toute l'après-midi plus la soirée pour méditer, donc c'était super. Donc, beaucoup de randonnées en montagne, de moments de contemplation, beaucoup de sport aussi, c'est important de passer par le physique. J'ai toujours fait quand même beaucoup de qigong, beaucoup de course à pied, d'escalade. À l'époque, je faisais énormément d'escalade. Et c'était très méditatif d'ailleurs, c'était pour moi un moyen de m'élever dans l'environnement en me connectant à moi et aux ressources physiques dont je disposais à l'époque. Et c'était une année du coup hyper enrichissante. Là, j'ai découvert un joyau qui en fait résulte à aller pointer du doigt et à aller trouver la source de la souffrance. Et ça, c'était pour moi quelque chose qui me parlait énormément. À cette époque-là, je commençais vraiment à m'intéresser aux différents types de médecine. Et j'entends parler des médecines non conventionnelles, dignes d'intérêt, et plus, plus éthériques,
comme le chamanisme par exemple, qui m'a beaucoup inspiré dans cette période en tout cas. Et comprendre la souffrance par l'étude, dans un microcosme, comprendre la souffrance qui nous entoure et qu'on constate au quotidien, c'était essentiel avant de me lancer dans une formation d'accompagnement vers la santé en tout cas. Je ne sais plus quelle était la question, mais voilà, ah oui, Comment tu en es comment arrivé j'y au suis shiatsu? arrivé. Et donc étude du chamanisme, De euh, quel chamanisme? plutôt en autodidacte. Donc j'ai acheté un tambour, j'ai fait des soins, de la position des mains, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis un peu brûlé les ailes Pourquoi? parce que je me suis retrouvé avec des mots qui appartenaient à d'autres. Euh, je pense avoir fait un transfert chez quelqu'un, un déplacement d'un problème spécifique dans une zone à une autre zone du corps. Ok. Le même problème mais déplacé. Et suite à cette expérience-là, je me suis dit, ok, on arrête. Surtout que j'avais pas de maître, j'avais pas de guide. Je faisais vraiment de façon intuitive, mais j'étais poussé à le faire. Donc je m'autorise à faire les choses quand je suis poussé. Mais voilà, peut-être un manque de maturité m'a amené à avoir, je sais pas, peut-être trop de confiance ou en tout cas trop de curiosité, d'expérimentation sans cadre. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment, tu as envie de travailler, tu as envie d'accompagner les gens, tu as envie d'étudier toute cette partie-là impalpable de l'énergie ou du cosmos, et bien fais-le en sécurité et donc recherche une formation, quelque chose qui te parle et tu pourras apprendre avec quelqu'un. Et en fait, je suis tombé sur une formation, enfin non, je suis pas tombé sur une formation, j'ai rencontré ma femme. Et quelques mois après, elle m'a dit, je vais te présenter la femme de ta vie. Tu vas voir, elle habite à côté de chez ma mère et tout ça. Je me suis dit, ok, sympa. Donc je suis arrivé chez cette dame et en fait, Clara m'offrait une séance de shiatsu chez cette dame. Une dame âgée qui approchait entre 70 et 80 ans. Et elle m'a fait une séance de shiatsu. Et là, Déclencheur. ah ouais, là, j'ai halluciné. Je me suis dit, ok, en fait, moi, je veux faire ça, quoi. Je veux faire ça, ça me parle trop, voilà, ça me fait vibrer à fond. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette séance? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là, en fait? Sa liberté, La liberté, c'est-à-dire? la liberté qu'elle avait dans le mouvement. En fait, j'ai senti qu'elle était connectée à quelque chose de grand et qu'elle était un émetteur et un transmetteur entre moi et le ciel, quoi, entre la terre et moi. Et elle était dans un positionnement toujours très juste, que ce soit au niveau du ressenti que j'avais physiquement, mais aussi de sa façon de toucher, la qualité de son écoute voilà, physique et même orale, auditive. Elle était d'une grande justesse. Et en fait, ça C'est m'a ça qui t'a donné transcendé, envie? quoi. Ouais. Ça m'a donné envie, ça m'a inspiré. C'est ce que j'essayais de trouver, en fait, euh, de plein de façons. Et ça m'a bouleversé, j'ai adoré. Euh, ouais, bon, voilà, c'était une révélation pour moi, donc je me suis dit, ok, ben, le shiatsu, c'est chouette, c'était sympa, mais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, quoi? Parce que moi, je connaissais pas du tout. T'as commencé à te renseigner, Et à je me suis chercher? renseigné, et je me suis dit, bah, je vais trouver une super formation, puisque pour faire du shiatsu, il faut étudier la médecine chinoise, bah, je vais étudier la médecine chinoise, je me spécialiserai en shiatsu. Tu dois passer d'abord par la médecine chinoise pour pouvoir... ou tu fais les deux en Tu même peux ou temps? tu peux faire les deux en même temps. Et donc, j'étais prêt à faire le cursus qui se présenterait à moi et qui me semblerait être le plus idéal. Et j'ai eu la chance de suivre une formation qui était à Laons, qui a été dispensée par Violette Melendez. Violette Melendez, c'est l'élève direct de Thierry Risser. Thierry Risser, c'est l'homme qui a ramené le shiatsu, le Ko-shiatsu en France à l'époque. Ok. Donc lui, c'est un grand nom du shiatsu qui a étudié bah, au Japon énormément et qui a transmis son savoir à quelques personnes. Enfin, beaucoup d'élèves, mais il y a quelques personnes qui ont ensuite qui se sont sentis légitimes de le transmettre à nouveau.
dont Violette, que je remercie énormément, voilà, qui a été pour moi une personne très importante, et qui l'est encore, pour moi une personne très importante dans ma vie, qui m'a accompagné voilà, pendant toute la durée de la formation. Donc il y a une partie d'études qui se fait en médecine chinoise, et puis il y a énormément de pratiques pour étudier le shiatsu en soi. Et à l'issue de la formation, c'est possible de se spécialiser en shiatsu, puisqu'on obtient un diplôme d'école. La médecine chinoise, tu as fait quoi? Parce il y a l'acupuncture qui est aussi dans la médecine chinoise. Il y a d'autres activités. Il y a d'autres activités, oui. Il y a les ventouses. Les ventouses. En fait, la médecine chinoise, c'est très large. C'est plusieurs piliers. Euh, il y a la diététique énergétique. Donc ça qui est un pilier fondamental, dont on parle trop peu, mais qui est essentiel. Je vois pas du tout ce que c'est. C'est comment manger. Comment, avant même de chercher à se soigner, c'est comment savoir manger. Ok. Et évidemment, ça englobe l'idée de se soigner par l'alimentation. Donc ça, un médecin en Chine traditionnel, avant quoi que ce soit, il demandera quel est le système d'alimentation de la personne. Qu'est-ce que la personne mange? Voilà. Qu'est-ce qu'elle mange et comment elle mange. À quelle heure, à quelle fréquence. Est-ce qu'elle mange froid, est-ce qu'elle mange chaud, est-ce qu'elle mange cuit, est-ce qu'elle mange cru, est-ce qu'elle mange... Tout ça, c'est fondamental. Et après, bah, la qualité nutritive des aliments, c'est autre chose. C'est vraiment... ils n'en tiennent même pas forcément compte en médecine chinoise. On tient compte des saveurs, du tropisme des aliments. Donc, si c'est acide, si c'est sucré, salé, umami ou amer. Ou alors, est-ce que c'est un aliment qui va avoir tendance à refroidir le corps? Est-ce que c'est un aliment qui va être neutre, tiède, chaud? Euh, Tout va se jouer autour de ces éléments-là et, voilà, et de la façon de le consommer. Les types de cuisson, comment le mâcher, combien de temps. On peut dire que c'est une médecine beaucoup plus préventive. C'est une médecine beaucoup plus préventive. C'est essentiel de manger bien pour être en santé. Donc avant même d'être malade, il faut manger bien. Ça évitera sans doute d'être malade, ou en tout cas, ça limitera ou retardera la fatalité, si je puis dire. Ça, c'est un premier pilier diététique énergétique. Ensuite, il y a toute la pharmacopée, évidemment. Pharmacopée qui est très complexe et très puissante. Donc, il s'agit de la science des plantes, juste pour le préciser. Euh, il y a les systèmes de Qigong. C'est un des 4 grands piliers aussi. Pour être en santé, il faut une circulation optimale dans le corps. J'entends par là que tout le système des méridiens soit libre de circulation. Donc pour ça, il y a depuis des milliers d'années des maîtres et des élèves, puis à nouveau des maîtres et des élèves qui ont étudié comment optimiser cette circulation à travers des mouvements, à travers des positions qui vont être statiques. Des fois, c'est des mouvements très légers, des mouvements très amples, rapides, lents. Euh, Peu importe en soi, mais en tout cas, le Qigong, ça fait partie vraiment intégrante de la médecine chinoise. Et tous les systèmes d'auto-guérison que ça englobe, avec des techniques spécifiques pour augmenter la circulation dans telle ou telle zone, la circulation du sang par exemple, pour nourrir les tissus, la circulation des moelles. On peut faire un travail sur les os, on peut faire un travail sur... tous les tissus peuvent être ciblés et on peut avoir un moyen d'action physiologique par les pratiques de Qigong. Et ensuite vient la partie, ce qu'on vulgarise de médecine chinoise, parce qu'elle englobe tout, évidemment. Mais nous, quand on parle de médecine chinoise, souvent on fait le raccourci. Et alors, effectivement, il y a l'acupuncture, les ventouses, que nos grands-parents et aïeux connaissent très bien, et l'amoxibustion. L'amoxibustion, c'est des bâtons d'armoise condensés, voilà, qui peuvent être charbonnés ou pas, et qu'on chauffe, qui permettent de venir stimuler des points spécifiques pour réguler l'énergie ou alors pour tonifier souvent. Donc ça, ce sont des outils que j'utilise très fréquemment. Mais avant de proposer ce type d'outils, j'aime vraiment
suggérer à la personne de faire une séance de shiatsu. Et je l'impose pas, évidemment. Pourquoi Mais commencer par une séance de shiatsu? commencer par une séance de shiatsu, ça aide la personne à se responsabiliser. C'est-à-dire que c'est très facile d'aller frapper à la porte d'un acupuncteur et de s'allonger sur la table, de se faire piquer et de repartir. Je dénigre pas du tout cette pratique-là parce qu'elle est très puissante et salvatrice. Et heureusement qu'il y a des personnes qui maîtrisent très bien les aiguilles parce que ça permet de régler bien des problèmes sur du court et très long terme. C'est même bluffant la qualité, la puissance d'une séance quand elle est bien réalisée ou d'un suivi en acupuncture. Donc simplement, je note qu'on peut venir facilement chercher un traitement, en fait. Et ce qui me plaît, moi, dans l'humain et dans le rapport que j'ai aux gens, c'est de leur proposer un moment où ils vont pouvoir se reconnecter à eux. Et quand j'entends se reconnecter à eux, c'est se reconnecter au tout. Et ça passe par soi, par l'étude de soi en interne. On n'a jamais le temps de faire ça. Excuse-moi, est-ce que tu crois qu'au début, la première séance que tu leur donnes au niveau du shiatsu, là tu me parles de se reconnecter au tout, mais est-ce qu'en premier lieu, ils se reconnectent pas déjà au corps, à leur corps? Exactement, exactement. D'ailleurs, je parle pas comme ça aux gens, à moins que quelqu'un soit prêt, m'amène sur ce terrain-là. Mais toujours, je vais suggérer, on commence la séance, je vais suggérer à la personne de suivre consciemment le trajet des points de pression. Voilà, là, effectivement, si je fais telle pression, vous aurez peut-être une légère douleur qui souvent est libératrice. Sinon, qu'elle soit agréable ou quelle que soit la qualité qui puisse la définir, peu importe. L'idée, c'est... Que leur demandes de faire prendre conscience, qu'ils prennent conscience, je vais y arriver, des points que tu touches sur le corps, en fait, les ramènes directement dans leur corps? Exactement. Ok. Donc, tout au long de la séance, eh bien, si une personne a une pensée, je, j'enchaîne les points de pression, mais elle va à un moment être reconnectée à son corps parce qu'elle va ramener sa conscience dans la sensation. Et elle t'accompagne. Et elle m'accompagne. En fait, c'est un vrai échange, hein. C'est une danse euh, qui, euh, qui est de plus en plus fluide en plus, donc c'est pour ça que moi C'est vrai. j'adore. Et d'ailleurs, quand on fait des séances ensemble, ça on peut le noter, euh, c'est de plus en plus fluide. Tout simplement parce qu'on se connaît, les corps se connaissent, il y a la confiance, mais il y a aussi une liberté d'action. Et toi, tu me laisses la liberté d'exercer comme je l'entends, et donc toi, tu me laisses la liberté d'exercer comme je l'entends, et Il y a un vice-versa. partage qui se crée, on sent en fait. Parce que t'es pas passif, tu es complètement actif, et quand bien même la personne a besoin de s'endormir, par exemple, si tu pars vers le sommeil, c'est tout à fait valable aussi, puisque l'action, elle est dans le corps. Moi, je vais inscrire des mouvements dans le corps et générer des stimuli magnétiques. Donc, qu'on soit éveillé ou non, ça va fonctionner d'un point de vue physiologique. Après, le fait de rester concentré sur chaque pression petit à petit, au fur et à mesure, on tombe dans un état méditatif, contemplatif, et donc silencieux, parce que le mental n'est plus vraiment nourri par les pensées. Il est dans l'observation des sensations corporelles, et donc il va avoir tendance à se calmer. Et alors, on peut atteindre un état de relaxation très profond, voire un état de grâce avec le kaléidoscope et les couleurs qui se présentent et tout ça. J'ai envie de te poser une question. Je suis très ouvert sur toutes les médecines alternatives. J'ai rien contre la médecine générale, et ainsi de suite, mais je suis très ouvert sur la médecine alternative. Aujourd'hui, admettons que je viens de te voir, et en fait, je suis un peu bloqué par rapport à ces médecines-là qui ont dit alternatives. J'ai un peu peur de ça. Et je me dis, j'ai envie d'essayer. Quels sont les mots en fait que tu me donnerais pour avoir envie de venir te voir, que tu apposes les mains, que tu me touches? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu me dirais en fait? Déjà, je te dirais bravo d'être là, parce que c'est pas évident. C'est vrai qu'on est conditionné, on a reçu en plus le conditionnement enfin, en tout cas pour ce qui est de ma génération, des parents et tout ça, ils sont vraiment portés avec beaucoup d'espoir et de confiance sur le monde médical, bien que conscient que tout ne soit pas rose et juste, voire honnête. Cela dit, ce que je vais faire, c'est recevoir la personne
et la mettre dans un climat où elle va se sentir bien. J'essaie de ressentir moi sa fréquence. Je vois très vite, hein. Là où j'exerce, c'est plus trop le reflet, si tu veux, le cadre n'est plus le reflet de mes choix tout à fait, parce que je suis installé dans un salon de massage, spa bien-être, spécialisé dans le massage. C'est pas moi qui ai créé l'environnement. Mais l'ancien cabinet que j'avais, il y avait un petit salon comme ça, assez cosy, et à côté j'avais un bureau par exemple. Un bureau, un très beau bureau en chêne, avec un plateau de verre, une jolie lampe, l'ordinateur. Et en fonction de la personne que je recevais, bah, je me mettais soit sur le bureau, soit dans le coin cosy. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont habitués aux médecines conventionnelles, qui ont besoin d'avoir un cadre avec une sensation de prise en charge qui soit très réglée, on va dire, très codifiée. Donc le bureau, c'est hyper rassurant pour cette personne. Et donc je vais lui parler de façon très simple. Voilà, mais c'est très bien. Le shiatsu, on passe par le corps. Euh, je vais exercer des pressions que vous pourrez observer tout au long de la séance, euh, qui pourront générer chez vous des sensations. Ça peut être une sensation agréable, confortable, inconfortable, peu importe. Moi, je vous invite juste à être dans l'observation des sensations. C'est un système de soins qui ne nécessite pas de croyance. Et, et je vous laisserai le plaisir en fait d'observer les bénéfices après la séance. Et voilà, là simplement vous allongez, vous êtes là, vous vous laissez porter, et puis on verra après en fait. Tout simplement. Je parle pas forcément beaucoup. Là je parle beaucoup, mais sinon en séance, on n'a pas besoin de parler en fait. Là, je vais prendre les pouls, je vais observer la langue, je vais observer les yeux, le teint de la personne, la qualité de la peau, la façon à la peau de gérer le sébum, bon, plein de choses. Et je vais à peu près savoir ce que j'ai à faire. Et ensuite, une fois que je pose les mains, là, c'est notre connexion ensemble qui va guider la séance. Je suis venu te voir parce que j'avais un problème au niveau des cervicales et ça m'a fait énormément de bien. Et la question qui m'arrive là maintenant, c'est est-ce que le shiatsu pourrait aider d'autres maladies, en fait? Des personnes qui sont sur d'autres maladies allaient beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un cancer, par exemple, elle a un traitement qui est lourd. Est-ce que le shiatsu peut l'aider aujourd'hui à aller mieux dans une autre sphère de sa vie? Oui, alors, je mets un oui avec des guillemets. La pratique des médecines, telles que le shiatsu par exemple, sont des moyens d'accompagner la personne vers la santé. Il n'y a pas de... On pourrait le croire, mais c'est encore un autre sujet. Il n'y a pas de pouvoir de guérison en tant que tel qui est appliqué en shiatsu. Ce qui est important, c'est que la capacité d'auto-guérison du corps de la personne qui est souffrante soit réactivée. Ça passe par plein de moyens. On parlait tout à l'heure des 4 piliers de la médecine chinoise. Bon, bah, ça permet d'englober un petit peu tous les aspects environnementaux et psycho-émotionnels de la personne pour qu'elle se mette dans une optique de guérison ou d'entretien préventif. Mais là, dans le cadre de pathologies qui sont lourdes, ce que moi Lourde ou j'ai pas pu... lourde, hein, Lourde ou pas lourde. ouais. Bon, lourde ou pas lourde, effectivement, le shiatsu, il a un moyen d'action très large. C'est un spectre très large. Pourquoi? Parce qu'on travaille donc sur le corps, les méridiens, mais on va chercher à réguler les fonctions des organes. En médecine chinoise, on considère que des esprits, on les appelle esprits viscéraux, sont rattachés aux organes. Donc, ce qui sous-entend que toute notre psyché, elle est régie par le fonctionnement combiné de ces esprits viscéraux en nous. Euh, on parle souvent de la colère, par exemple, qui est liée au foie. Si le fonctionnement du foie est optimal, on n'est pas censé vivre de frustration, on n'est pas censé vivre de colère. Par contre, on est très créatif, on a envie de donner. Voilà ce qui se passe et comment on le considère en médecine chinoise. Donc, ce qu'on va viser pendant la séance, c'est d'aider à optimiser la qualité de fonctionnement fréquentiel de l'organe. Ça va avoir un impact sur toutes les fonctions de l'organe. C'est-à-dire que si le foie est fort, la vue va être forte. Si le foie est fort, on a une bonne répartition, une bonne émanation énergétique dans tout le corps.
une expansion énergétique qui nous permet d'avoir une bonne circulation sanguine, par exemple, dans tout le corps. Bon, il y a des centaines d'exemples possibles, mais tout ça pour dire que quand on fait du shiatsu, on va réguler énormément de fonctions internes qui vont aider le corps à aller mieux. Donc que ce soit un coup de froid, d'ailleurs je peux illustrer par un exemple là rapide, mais on en revient au cervical, mais il y a une personne qui est venue là très récemment, complètement bloquée, qui pouvait... Toi, c'était un autre souci qui était plus situé au niveau du rachis. Là, il y avait une attaque en fait, de vent froid externe du printemps, hein, quelqu'un qui a pris un coup de vent froid et qui s'est retrouvé avec un torticolis, à plus pouvoir bouger. Je travaille très peu au niveau cervical. L'idée, c'est de comprendre ce qu'elle a, par les moyens diagnostiques, de comprendre qu'en fait, elle a pris un coup de vent froid, donc qui est en train d'essayer de pénétrer son corps, et par le réseau des méridiens, trouver les couches énergétiques qui sont affectées. Bon, là, dans ce cadre-là, je sais que le méridien de la vessie et le méridien de l'intestin grêle sont en train de former une barrière, si je puis dire, énergétique. En tout cas, ils sont en train de subir une attaque d'un vent pervers, et donc forcément la circulation est alternée, et ça raidit. L'impact sur cette personne-là est très souvent, c'est d'avoir le cou complètement bloqué. On régule l'énergie de ces deux méridiens, en s'appliquant évidemment à ce que les autres fonctions soient reprogrammées, en tout cas de façon optimale, et le problème est résolu. À la fin de la séance, la personne a de la mobilité, le lendemain, c'est comme si elle n'avait plus rien du tout. Ok. Voilà, mais c'était pas mécanique. Là, c'était vraiment une fonction énergétique. Donc on peut soigner des maux comme ça du quotidien qui sont ce qu'on appelle des affections un peu yang, très vives, très brèves, qui viennent de se produire, et des maladies plus chroniques, voire jusqu'à des accompagnements. J'ai fait plusieurs accompagnements pour des personnes qui étaient sous chimiothérapie, par exemple, et on note qu'il y a une réduction très conséquente. Donc, en tout cas, il y a une amélioration chez toutes les personnes que j'ai pu suivre, enfin une amélioration, une diminution des effets secondaires du traitement, sur le plan physique et sur le plan psycho-émotionnel. Parce que le bon fonctionnement des organes permet d'avoir une bonne aptitude psycho-émotionnelle. Je vais avoir une dernière question avant la question d'Alex pour clôturer ce moment-là, cet échange. On parle, là, on a parlé de ta médecine alternative, tout ce qui est shiatsu. Et aujourd'hui, on parle aussi de médecine intégrative. C'est une médecine qui commence à arriver un peu en France. C'est un mélange de plusieurs médecines, mais très cadré. Et en fait, t'es pas obligé de répondre à cette question. Et c'est une question qui est très importante pour moi aujourd'hui parce que je crois que si on allie les deux médecines, les alternatives et on va dire générale, on peut faire des miracles. Pour moi, enfin, on peut mieux accompagner les gens. Est-ce que pour toi aujourd'hui, est-ce que tu serais en accord avec ça en fait? C'est-à-dire médecine générale, on va dire, et mettre toutes les médecines alternatives et travailler en bonne entente en fait, tous les deux, toutes les deux médecines pour pouvoir créer autre chose aujourd'hui. Alors, je vais répondre avec plaisir à cette question parce que pour moi, c'est l'avenir. Et j'ai aucun doute là-dessus, même si c'est un chemin long et semé d'embûches. Euh, L'humain cherche le bonheur. Et le bonheur passe par la santé, c'est essentiel. Donc je suis persuadé qu'à terme, on aura trouvé les chemins d'accès pour mêler les compétences, et c'est primordial. Donc là, on en a parlé. Voilà, je vais donner l'exemple d'accompagnement pour quelqu'un qui a un traitement lourd, par exemple. On note qu'il y a une amélioration physique et psycho-émotionnelle, contrairement aux périodes où elle n'est pas suivie, par exemple, en shiatsu, puisque c'est ma pratique. Donc c'est la preuve concrète, à mes yeux, que l'association des deux euh, améliore l'état. Et je pense notamment à, je ne dis pas le nom, mais à cette dernière personne que j'ai pu accompagner qui s'est complètement remise d'un cancer du sein. Euh, c'est aujourd'hui, et j'invite d'ailleurs s'il y a des médecins, s'il y a des personnes qualifiées, euh,
de l'ordre des professions médicales qui écoutent le podcast. Je les invite aussi à nous accueillir en tant que praticiens de médecine non conventionnelle digne d'intérêt pour pouvoir échanger. Nous, on a besoin, je dis nous, je vais peut-être parler juste en mon nom, ce sera déjà largement suffisant. J'ai malheureusement, sinon je l'aurais fait, je pense, médecine. J'ai pas fait, mais il y a d'autres gens qui l'ont fait, donc c'est super. Donc j'ai une quantité de lacunes énorme dans ce domaine, qui est très large aussi, évidemment. Et l'état de confiance dans l'échange que j'ai avec les personnes que je peux accompagner, il est essentiel. Et aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont très qualifiées pour être en confiance. Quand on est pris en charge, surtout avec des pathologies qui sont complexes, on a besoin d'être accompagné par des personnes qui sont crédibles. Associer la crédibilité de quelqu'un qui a fait énormément d'études avec un programme spécifique très complet et les capacités de pratique de médecine non conventionnelle digne d'intérêt, c'est, je pense, essentiel en fait, pour optimiser nos capacités d'accompagnement, quoi, tout simplement. Ouais. Je ne démords pas, donc j'invite voilà, ces personnes-là à nous rencontrer et aussi moi j'aime aller vers ces personnes aussi qui sont très qualifiées. C'est hyper intéressant. Il faut qu'on soit... Enfin, notre ouverture d'esprit, elle nous permet vraiment d'aller dans le bon sens et d'avoir du bon sens, de retrouver notre intuition et de se baser sur nos compétences, notre connaissance, le savoir. Et partager le savoir ensemble, bah, c'est la quête vers le bonheur, quoi, pour tout le monde. Bah, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci d'être venu, merci d'être présent, merci pour ta générosité, ton authenticité, merci beaucoup. Est-ce que je peux faire un câlin? Je peux te faire un câlin? Oui. Allez. Il y a l'émanation magnétique. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci de nous avoir tous réunis, parce que c'est un cadeau que tu nous fais aussi. C'est un vrai cadeau que tu fais aux gens qui écouteront et puis à nous. C'est le genre d'initiative qui soude, qui crée du lien, et on a besoin de créer du lien aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci. Trop bien.